m'a été donné, c'est celui-ci, parce que c'est vrai que c'est quand même le CERCOV, donc on peut partir de la maturation cérébrale. Et moi, ça ne me dérange pas trop, parce que quand on s'occupe de l'adolescence, effectivement, on a bien sûr obligatoirement le lien avec la maturation cérébrale. De toute façon, tout est lié au cerveau, vous le savez. Donc, quoi qu'il se passe, quels que soient les comportements, ça va être lié effectivement à la maturation cérébrale. Et donc, quand on s'intéresse au développement de l'adolescence, en fait, on pourrait ne pas mettre tous les ados dans le même paquet, évidemment, parce que chaque histoire est singulière et particulière, mais on arrive à traiter quand même l'adolescence selon des invariants pubertaires, justement. Et dans les invariants pubertaires, vous avez la maturation cérébrale qui fait partie de tout ce développement biologique, qui est finalement le plus visible de l'extérieur, en fait, quand on s'intéresse à l'enfant qui devient adolescent, qui devient pubère. Après, vous avez les développements cognitifs, j'y reviendrai plus tard, et les développements psychiques et les développements social. C'est ce qui fait une approche biopsychosociale, comme le disait Monica, et qui a été mon domaine de recherche pendant des années. Parce que bien sûr, c'est interactif, c'est à la fois interactif avec certains facteurs qui sont prédominants chez certains et puis d'autres. Donc, je vous vois écrire, vous allez avoir le diaporama. Donc, période de formation cérébrale, des études vraiment sous IRM montrent un développement cérébral qui va de l'arrière vers l'avant du cerveau. C'est pour ça d'ailleurs que ça a beaucoup de liens aussi avec le développement cognitif, hein, et pas que. Et on verra ce que ça veut dire, cet arrière vers l'avant du cerveau, avec des chiffres. En tout cas, quand on s'intéresse, voilà, je parle à des gens convaincus, évidemment, à la maturation cérébrale, on va s'intéresser à ce qui se passe en termes de matière grise, de matière blanche. Pendant très très longtemps, on n'arrêtait pas de parler que de la matière grise, le nombre de neurones, alors qu'on a des centaines de milliards dès la naissance. C'est vraiment pas ça qui distingue les bébés entre eux. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'on grandit et qu'on acquiert de l'expérience dans la vie de tous les jours, on va augmenter, diversifier en fait, densifier, augmenter, densifier les connexions synaptiques, c'est-à-dire la matière blanche, voilà, par ce processus de myélinisation là, sur les dendrites. Donc, développement cérébral rapide de la substance blanche, c'est ce qu'on va voir effectivement dans le développement tout au long de la vie d'ailleurs, hein. Mais je vais insister bien sûr sur des pics de maturation pendant l'adolescence, pendant la période de l'adolescence qui nous intéresse ici. Donc, pic de maturation pendant l'adolescence, vous voyez, vous avez le cortex là. Et donc, quand on s'intéresse au lobe frontal, ça commence vers 10-12 ans, donc c'est assez tardif quand même en termes de maturation, hein, dans l'âge, dans le développement. Pour les filles, 13-14 pour les garçons, parce que justement c'est beaucoup lié à la puberté. Et c'est très très long. La maturation du cerveau, du lobe frontal chez les adolescents peut durer jusqu'à 20-25 ans. C'est pour ça qu'on parle de jeunes adultes aussi. Quand on s'intéresse à l'adolescence, on s'intéresse aussi aux adultes émergents. Donc, c'est le cortex frontal qui s'affine. S'affiner, ça veut dire quoi? Élagage synaptique, justement, en termes de matière grise, et connexion synaptique importante en lien avec les fonctions cognitives de haut niveau qui sont impliquées dans le lobe frontal. Vous avez le lobe pariétal, pareil, vers 11-13 ans, c'est le début de l'adolescence. Hein. Le cortex pariétal s'affine à son tour pour traiter les informations sensorielles, entre autres, hein, parce qu'on sait aujourd'hui que, bien sûr, une région cérébrale est vraiment impliquée dans de nombreuses fonctions. Le lobe temporal, c'est juste pour vous montrer un petit peu la temporalité. Le lobe temporal, c'est quelque chose qui est aussi très tardif, quasiment qui fait partie des dernières régions à maturer, justement, parce que ça va finalement perfectionner l'audition, par exemple, même si on entend depuis le début, évidemment. C'est très impliqué dans la mémoire à long terme, le langage, etc. Ce qui est très spécifique, par contre, enfin, un gros pic de maturation pendant l'adolescence, si on sort du cortical, c'est le corps calleux. C'est vraiment ce qui permet le transfert entre les deux hémisphères. Et pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses connexions, justement, entre les deux hémisphères. Et toutes ces régions qui vont être connectées entre les deux hémisphères, bien linisées, hein, vont permettre un transfert des informations entre les deux hémisphères, donc donné par le corps calleux. Et quelque chose de très mature aussi, c'est l'amygdale, cette petite région du système limbique qui est très très importante pour décoder la valence émotionnelle d'une situation. C'est-à-dire quand on est confronté à une situation, est-ce que c'est quelque chose de dangereux pour moi? Parce qu'en fait, ce qui est surtout permis, je ne sais pas comment on peut dire, enfin par l'amygdale, c'est la peur. C'est d'avoir peur devant une situation qui menace l'organisme. Et ça, c'est depuis toujours. Donc le système limbique, c'est vraiment quelque chose qui est très précoce au niveau maturationnel, parce qu'il faut pouvoir justement avoir peur
devant une situation qui menace notre organisme. Donc ça a toujours existé. Le système limbique et l'amygdale. Et le système limbique est très précoce. L'amygdale a un pic de maturation à l'adolescence. D'où l'importance de toujours demander à un ado de quoi il a peur. Moi, c'est ce que je fais quand je vois des ados en consultation. Forte période de plasticité cérébrale, on sait bien sûr que le cerveau est plastique tout au long de la vie, hein. Mais là encore, au niveau de l'adolescence, c'est très très important comme pic de maturation, parce que de toute façon, il faut qu'il soit capable de s'adapter à toute expérience, situation de vie quotidienne. Donc la capacité de s'adapter, c'est la capacité du cerveau à modifier l'organisation de ses réseaux de neurones en fonction des expériences vécues. Donc il va y avoir, tout le monde, c'est la définition de la plasticité cérébrale, une stabilisation sélective des neurones et des synapses par un renforcement. Finalement, plus on va répéter une activité, un apprentissage, un mouvement, quelque chose, puis on va renforcer les circuits neuronaux qui sont concernés par cet apprentissage. Et il va y avoir un affaiblissement d'autres circuits neuronaux qui sont plus du tout utilisés, voire détruits, malheureusement, par des activités aussi très prisées à l'adolescence, l'alcool ou la drogue, par exemple, quoi. Apprendre, donc, c'est augmenter les connexions synaptiques entre les neurones, et donc l'élagage synaptique permet de nouveaux apprentissages. Et qu'on est en train de nettoyer tout ça pendant le sommeil d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui permet justement de nouveaux apprentissages, de nouvelles énergies pour apprendre de nouvelles choses. Répéter ces apprentissages, c'est les renforcer au fil du temps. Alors, quand on dit répéter ces apprentissages, c'est pas bachoter, 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 comme on l'entend des fois dans certaines familles. C'est bien le répéter de différentes manières, de façon à avoir des encodages différents pour pouvoir effectivement mémoriser de façon durable ou devenir un expert dans son domaine. On voit les sportifs de très haut niveau, hein. Répéter des gestes, ça permet effectivement à ce qu'ils deviennent un peu automatique. C'est une période forte en émotions. Pourquoi? Parce que justement, ce décalage de maturation entre le système limbique et le système préfrontal, entre la région qui est fortement impliquée dans les émotions, système limbique, et la région qui est fortement impliquée dans le contrôle exécutif, le lobe frontal, eh bien, font que les ados, les jeunes, bien sûr, les enfants aussi, mais les ados sont sous l'influence excessive de ce système limbique et donc du système de récompense, qui est un système justement qui fait partie du système limbique. J'en parlerai après. Ils ressentent des émotions de manière plus forte que les adultes, on le voit, hein, ces sautes d'humeur aussi que l'on peut ressentir, que l'on peut voir chez les adolescents, hein. C'est toujours plus fort que chez les adultes et que chez les enfants, et notamment la peur. On y revient avec cette amygdale prémature. Et ils ont de moins bonnes stratégies de régulation émotionnelle. Un, parce qu'il y a il y a un déficit du contrôle cognitif. Deux, parce qu'ils peuvent être très souvent en dette de sommeil, et c'est pendant le sommeil paradoxal aussi que l'on régule ces émotions. Ils sont beaucoup plus sensibles au contexte social pour leur prise de décision, et c'est là que le bas blesse, parce que qui dit contexte social, dit bien sûr ce développement social qui est vraiment prisé et recherché par les adolescents, que ce soit dans la réalité, et malheureusement aujourd'hui, que ce soit dans le virtuel. Donc, le contexte social n'est pas toujours positif. Il est intéressant par contre de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi on va s'engager justement dans certains comportements, voilà, qui n'est pas toujours positif aux yeux des adultes évidemment, ou d'autres comportements par rapport à ce qui peut se passer justement dans tout le développement de l'adolescent, du jeune au plus âgé. Donc comme tout comportement s'associe à une motivation, à une raison de le faire, la question à poser c'est pourquoi faire justement chaque fois qu'on est confronté à un adolescent. Soit pour la récompense reçue en retour, et là on revient justement sur le cerveau, la maturation cérébrale, parce que le circuit de récompense il fait partie de ce système limbique, et vous avez donc des régions de neurones à dopamine qui vont produire la dopamine quand on va se sentir satisfait, d'accord, récompensé justement. Donc plus on est satisfait, plus l'activation dans le circuit de récompense est importante. C'est comme ça qu'on on a envie de recommencer jusqu'à l'addiction d'ailleurs, voilà. À nous de voir comment on peut essayer de récompenser, satisfaire le sentiment de récompense des adolescents pour éviter qu'ils aillent le chercher dans des comportements non positifs, justement. Voilà. Sachant que le striatum cérébral est une zone cérébrale qui est impliquée beaucoup dans l'apprentissage et la mémoire aussi. D'où le lien vraiment avec comment on peut satisfaire ce besoin de récompense
en termes d'apprentissage chez des adolescents qui aujourd'hui ne trouvent plus aucun sens à l'apprentissage. Je généralise, mais c'est ce que j'entends en tant que psychologue clinicienne, en tout cas quand on vient me voir, bien sûr. Et donc, plus de sens à l'apprentissage, plus de sens à l'école. Soit donc motivation de comportement, soit par peur du rejet social, parce que ça c'est quelque chose qui est très douloureux chez tout le monde, bien sûr, le sentiment d'être rejeté, mais très douloureux à l'adolescence, justement chez qui ce besoin d'être connecté à d'autres, d'appartenir à un groupe social est important. Et là, vous avez ce qui se passe au niveau du cerveau, des choses très bien traitées, très bien reconnues, parce que les affects, on va les ressentir à travers la communication verbale et non verbale. Donc, ressentir le rejet, c'est comme ressentir une douleur physique. On dit d'ailleurs, ça fait mal d'être rejeté. Comment on a prouvé ça? Il y a eu le paradigme, vous savez, du cyberball, là où on met des adolescents sous IRM avec une tâche de jeu collectif. Un coup, on les exclut sans argumentation aucune, on les fait rentrer dans l'équipe, on les refait ressortir avec argumentation, etc., etc. On joue sur tout ça dans le paradigme de cyberball et on voit ce qui se passe dans le cerveau quand on a ce sentiment d'être rejeté socialement par les autres joueurs de l'équipe, évidemment. Eh bien, ça active dans le cerveau les régions qui font appel à la douleur physique, tout autant que le cognitif aussi, parce qu'on se demande ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc, gyrus singulaire antérieur, mais aussi l'insula, comme on va le voir après. Lorsque la situation dure dans le temps, alors, comme ce sont des signaux d'alerte que parfois on passe à côté, eh bien, le stress, les émotions négatives et la douleur physique s'accumulent. C'est pour ça que c'est très important dans les établissements scolaires de travailler aussi avec le service infirmier qui voit défiler beaucoup d'élèves dans son bureau. Ça renvoie à la cognition incarnée. C'est pas nouveau la cognition incarnée, pourtant c'est très vrai justement. Enfin, c'est très bien illustré à l'adolescence parce que qu'ils arrivent aux abords d'un collège, qu'ils arrivent dans un groupe d'amis dans la cour, qu'ils arrivent dans une classe, il peut y avoir un état corporel qui est perçu complètement négativement. C'est-à-dire, ils ont les mêmes moines, ils arrivent pas. Pour peu qu'ils se fassent harceler, ça c'est encore plus vrai, mais pas que. Puis il y aura plein de raisons d'avoir peur de rentrer dans un établissement scolaire. Si l'état corporel est perçu négativement, alors la situation est étiquetée négativement. Et si la situation est étiquetée comme négative, ça alerte l'organisme d'une situation en fait à éviter. À la fois, soit ils fuient vraiment, ils s'absentent, absentéisme, décrochage, abandon, soit ils vont essayer de faire appel à des programmes personnalisés, individualisés, qui sont de plus en plus demandés dans les établissements scolaires aujourd'hui, à cause d'une phobie scolaire qui est très souvent plutôt une phobie sociale. Ou alors, la situation face à l'adversité, ça va être genre en dedans et je reste aussi. Ça peut être aussi l'inverse. Plutôt que la fuite, ça va être une approche très agressive. Et c'est pour éviter la situation malgré tout. Alors, quand on parle bien sûr d'interaction sociale, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est sur Internet, et les réseaux sociaux, les jeux vidéo, pas que, parce que tout est devenu réseau social finalement, même si au départ ça ne l'était pas, ça va être propice à la comparaison sociale. Or, la comparaison sociale, un coup sur deux, j'allais dire, ça peut être propice au sentiment de rejet social, surtout sur Internet. Donc, quand on s'intéresse au concept d'orientation à la comparaison sociale, mais c'est pas récent, c'est la psychologie sociale de 1954, Festinger, mais lorsque cette tendance est élevée, parce que c'est normal de se comparer, j'allais dire, en tant qu'être sociaux, mais lorsque cette tendance est élevée, alors ça va révéler que l'on dépend beaucoup trop du regard d'autrui, des commentaires d'autrui, enfin, tout ce qui peut se passer aujourd'hui sur du virtuel, sur du réseau social, mais qui existait évidemment avant les réseaux, mais qui est encore plus décuplé dans les réseaux. Donc, c'est quelque chose aussi que l'on va chercher à tout prix à réduire, puisque vu qu'on se compare et qu'on donne beaucoup d'importance aux regards et aux commentaires, on va chercher à réduire ces écarts entre les soi. C'est un domaine théorique très important aussi, ça, les écarts entre les soi, c'est-à-dire entre l'image de soi, la façon dont je peux me décrire moi-même, et l'image sociale de soi, la façon dont les autres me renvoient comme description de moi-même à travers leurs regards, leurs commentaires, etc. Voir l'image d'autrui, ce moi idéal que l'on cherche un peu à atteindre, soit des images d'autrui prescrites, c'est-à-dire tout ce que l'on va dire, tout ce que l'on pense que les autres veulent que j'ai comme caractéristique ou pas. Donc c'est des moi prescrits. Les écarts entre les soi sont hyper importants
pour la construction identitaire et le bien-être et l'estime de soi surtout. Et pour réduire cet écart entre les soi, eh bien, ça peut se faire aujourd'hui par un usage problématique d'Instagram, on le verra après, mais aussi par quelque chose qui se développe de plus en plus chez nous et qui existe déjà malheureusement aux États-Unis dès l'âge de 10, 12 ans, la dermatologie, du botox partout là, et ou la chirurgie esthétique. Donc, vous avez des gamines, effectivement, dès l'entrée dans la puberté, qui vont vouloir ne pas être elles-mêmes, quoi, j'allais dire. Un exemple donné dans le bouquin de Head, qui est soit en anglais en 2024, soit en français en 2025, l'usage problématique d'Instagram, qui montre justement l'image réelle au départ, et puis au fur et à mesure, parce qu'Instagram a permis ça, hein, ils ont interdit les j'aime et je n'aime pas, mais ils ont mis les filtres. Donc voilà, c'est pas mieux, parce que comme dit Instagram, nous rendre aussi parfaite que ce que l'on veut être. Et donc voilà, comme elle dit à la fin. Sauf que quand il se passe ça sur les réseaux sociaux, vous avez des adolescentes, justement, il y a des adolescents d'ailleurs, qui ne veulent plus sortir de chez eux, qui ne se reconnaissent même plus, et qui sont plus derrière leur filtre, quoi, à travers leur filtre. D'accord, voilà. Donc, il a fait une revue de littérature avec pas mal d'études, elle, là. Et donc, on voit par exemple ici, satisfaction de soi au fil des ans, avec ce pic de 2011, qui est vraiment l'entrée des smartphones, Internet, des réseaux sociaux et tout ça, pour les ados. Et donc, que ce soit les garçons et les filles, donc satisfaction de soi au fil des ans, qui diminue vraiment. Il y a encore, là, on est qu'en 2019, et je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Voilà. Et en bas, c'est le pourcentage de dépression en fonction du temps passé sur les écrans. Vous avez les mêmes graphiques pour l'anxiété, le pourcentage d'anxiété, avec effectivement, au bout de 2 heures déjà, au-delà de 2 heures déjà, on voit des pourcentages des symptômes dépressifs, peut-être pas de dépression en soi, mais des symptômes dépressifs et symptômes anxiogènes. Alors bien sûr, il n'y a pas des écrans, comme on l'a dit aujourd'hui, mais on voit que ça peut favoriser pas mal la souffrance mentale des étudiants aujourd'hui, des jeunes, des étudiants. On le verra avec Rebecca tout à l'heure. Donc, comment être soi? Parce que pour résister à tous ces réseaux sociaux, à cette envie d'être quelqu'un d'autre, etc., etc., on s'intéresse effectivement à un modèle de construction identitaire. Ça, c'est le domaine de recherche sur lequel j'ai travaillé pendant des années avec Grégoire Zimmermann, là, mon collègue suisse. Et ce modèle d'information identitaire, il est pas mal, parce qu'on peut s'y retrouver d'ailleurs tous tout au long de la vie, parce que au début, on va pouvoir, pour être soi, là, il faut s'engager dans un domaine qui compte pour soi. Et ce domaine qui compte pour la construction de soi, ça peut être la composante identitaire scolaire ou professionnelle, la composante religieuse, la composante politique, la composante sexuelle, orientation sexuelle ou identité sexuelle, etc., etc. Il y a beaucoup de domaines qui comptent pour la construction de soi. On va s'engager dans un de ces domaines, d'accord, après avoir cherché différentes alternatives qui s'offrent à nous. Ça, c'est l'exploration en surface. Malheureusement, si on prend que par exemple l'orientation scolaire, on s'aperçoit qu'on ne donne pas le temps aux jeunes de regarder les différentes alternatives qui s'offrent à eux. Voilà. Donc il faut s'engager. En psycho, moi, ils vont me dire, ah, ben, c'est parce que mes copines me disaient que j'écoutais bien. Voilà. Voilà. Il y en a qui viennent que parce qu'ils voient la lumière, mais bon, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'exploration en surface, d'accord? Ils vont s'engager, et ce qui est très important, c'est la deuxième partie, là, tout ça, c'est l'évaluation de cet engagement. L'évaluation de l'engagement, c'est d'essayer de regarder ce qui correspond le plus à ce qu'on attend. Mais encore faut-il connaître nos valeurs. Hein, attendre nos valeurs, nos objectifs, ce pourquoi on veut se diriger vers l'avenir, voilà. Donc, et les évaluer de façon approfondie. On est donc dans l'exploration en profondeur. Si ça correspond à nos valeurs, à nos croyances, à nos objectifs, à tout ce qui s'emmène, quoi, finalement, notre soi décrit par nous-mêmes, eh bien, on va s'identifier à l'engagement. Le processus le plus important, dans beaucoup de choses d'ailleurs, même dans les processus motivationnels, hein, ça va être le processus d'identification. Parce que c'est intégrer les choses pour soi, quoi. S'apercevoir que c'est très bien pour nous-mêmes. Donc, identification et engagement. Si ça ne correspond pas, après avoir exploration en profondeur, ça va être faire des stages, discuter avec les professionnels, aller interroger, voir un petit peu tout ce qui se passe dans le domaine de l'engagement dans lequel je me suis engagé. Si ça ne correspond pas, alors on devrait avoir l'honnêteté, mais c'est pas toujours évident, de reconsidérer cet engagement. D'accord, voilà. Et reconsidérer l'engagement. J'ai des collègues qui pensent que c'est négatif en termes de construction identitaire. Et bien, je pense parfois que c'est négatif parce que
enfin, les collègues belges, c'est des gros, je ne sais pas si ce sont belges, c'est parce qu'il y a des gros laboratoires de développement de l'adolescent en Belgique, ce qui n'est pas le cas du tout en France. Voilà. Et donc, ils travaillent beaucoup sur c'est eux les Belges, ils travaillent beaucoup sur ce modèle de formation identitaire et reconsidèrent l'engagement, c'est parce que ils le voient comme ceux qui vont s'engager, c'est comme ceux qui nous disent j'ai fait médecine alors qu'ils ont abandonné au bout d'un mois. Et après, finalement, je fais psycho, mais ça ne me plaît pas non plus, j'abandonne tout ça aussi. Et après, je refais autre chose. Donc ça, c'est effectivement une reconsidération de l'engagement qui n'est pas adaptative, qui n'est pas fonctionnelle du tout. Alors que si on prend le temps de s'interroger sur tout ce qu'on a exploré en profondeur, eh bien, on peut reconsidérer l'engagement de façon positive. Ça, c'est plutôt l'équipe des Italiens et des Américains. Reconsidérer l'engagement de façon positive pour prendre le temps, justement, d'explorer de nouveau les différentes alternatives. Je dis ça parce que s'il y en a qui ont leur gamin sur Parcoursup en ce moment, hein, où il y a des enseignants, dès qu'ils n'ont pas leur choix, les enseignants disent ça va rien, stick-toi n'importe où parce que sinon tu vas rien faire à la rentrée. Ça sert strictement à rien. Il vaut mieux effectivement essayer de réfléchir, de prendre le temps, d'explorer en profondeur les différentes alternatives de ce qui peuvent travailler. Alors, la maturation cérébrale, du coup, face à ça, parce que je suis en train de vous parler de modèles identitaires qui demandent une certaine maturité quand même, hein, c'est vraiment un processus qui prend du temps, une certaine maturité. Donc, j'enchaîne avec la maturation cérébrale et le développement cognitif. Ça va? Mais pas trop vite? Non. Tu me dis, non, quand je sais pas dit ça. Donc, évidemment qu'on ne peut pas, développement cognitif, on ne peut pas en parler en 5 minutes. Hein. Donc, je me suis focalisé sur 3 fonctions exécutives, là, l'attention, la concentration, parce que c'est important, justement, pour tout ce qui est aussi apprentissage, par exemple. Se concentrer, c'est diriger volontairement l'attention vers un but. Euh, Là, tous les travaux de Jean-Philippe Lachaud vous diront que c'est une attention endogène, parce que c'est volontaire, justement, je dirige mon attention volontairement vers un but, d'accord? Mais c'est aussi, contrairement à l'attention, c'est aussi faire attention justement aux distracteurs, c'est-à-dire résister aux distracteurs qui nous sont imposés par l'environnement, et tout ce qui nous a, lorsque notre attention est imposée par l'environnement, ça veut dire que c'est pas du tout volontaire, c'est complètement automatique. Si vous regardez une image, un son, un mouvement sur votre téléphone, c'est une intelligence sensorimotrice du bébé, j'allais dire, donc c'est complètement automatique depuis que c'est renforcé, depuis la naissance. Donc ça ne demande pas de volonté du tout, c'est très facile d'être happé par quelque chose de l'extérieur. Et ça peut être aussi une pensée dans sa tête, une rumination, ça peut être aussi tout ce qui peut, un bruit qui va s'entendre dans le couloir, etc. Donc, deuxièmement, se concentrer, c'est ne jamais oublier l'information qui est la plus pertinente aussi pour nous, en fonction de la tâche sur laquelle on se trouve. Hein. Le processus attentionnel, ça c'est les travaux de Marcella Perron, justement, de notre laboratoire avec Jean-Philippe Lachaud, justement. Ils ont montré que le processus attentionnel va de pair avec le processus intentionnel. 2 régions qui sont très très proches, en fait, dans le cerveau. Et donc, il faut toujours essayer de dire aux adolescents, alors en classe ou ailleurs, de savoir quelles intentions ils ont quand ils font quelque chose. Le fameux pourquoi faire. Quelle intention tu as, parce que plus tu sais pourquoi tu fais quelque chose, plus tu vas être attentif à cette chose, à cette tâche en cours. Mémoire de travail, elle s'améliore progressivement de l'enfance à l'âge adulte, hein, mais c'est lié là aussi bien sûr à la maturation des lobes frontaux, à toute la formation des réseaux de matière blanche qui relient les régions corticales à l'intérieur du réseau fronto-pariétal. L'inhibition, processus d'inhibition, ça c'est quelque chose d'hyper important, hyper étudié par Olivier Houdet. Le cortex préfrontal inférieur va s'activer, d'accord aussi, permettant de bloquer une pensée automatique, c'est-à-dire que si vous êtes devant une tâche, très souvent vous pouvez très bien avoir une réponse automatique, intuitive. Okay. C'est le fameux raisonnement heuristique, la pensée heuristique, le système heuristique. Eh bien, pour résister à cette pensée heuristique, quand on a besoin de résister, parce que parfois une réponse intuitive nous amène dans une impasse en termes d'apprentissage. D'accord. Donc, il faut pouvoir résister à cette pensée automatique et activer une réponse plutôt algorithmique, logico-mathématique, toutes les pensées un peu plus complexes. Et dans ces cas-là, c'est le cortex préfrontal inférieur qui va servir d'arbitrage, justement, qui va bloquer la pensée automatique pour basculer sur la pensée algorithmique. C'est le processus d'inhibition. J'inhibe une réponse automatique. Le lien, alors quand on voit ça déjà, le lien entre l'augmentation de la matière blanche dans certaines régions cérébrales, et surtout on le voit
la région frontoparentale, pariétale et préfrontale aussi surtout, voilà, que l'on a vu qui était tardive en termes de maturation. C'est vraiment très important et c'est plus du tout à démontrer. Je vous ai mis une grosse diapositive un peu lourde de résultats scientifiques, juste pour vous montrer que, vous voyez, 14-17 ans ici, c'est le lien entre les processus de myélisation dans le cortex frontal et en lien avec les prises de décision affectives entre 14 et 17 ans, avec le contrôle attentionnel et la maturation du contrôle inhibiteur à 15 ans, ou encore des gains dans la mémoire de travail, dans les stratégies de planification, dans la résolution de problèmes de 16 à 19 ans. Vous voyez, donc c'est vraiment l'adolescence, la fin de l'adolescence quasiment, voire le début du jeune adulte. Il y a d'autres études qui l'ont montré encore, avec cette étude qui montre que les scores moyens adultes en mémoire de travail sont atteints entre 11 et 15 ans. De même, tout ce qui est score de flexibilité mentale, qui ressemble un peu à l'inhibition, pour être flexible, il faut savoir inhiber une réponse automatique. Et cette flexibilité, les scores de flexibilité, donc atteints entre 11 et 15 ans, continuent même de progresser jusqu'à 21 ans. Donc c'est très long. Alors que les scores de contrôle inhibition n'atteignent des scores adultes qu'après 15 ans. Les scores d'inhibition sont meilleurs avec l'âge et surtout chez les filles par rapport aux garçons. On a par exemple un déclin des réponses impulsives entre 9 et 12 ans, mais ce déclin s'amplifie effectivement au fil du développement en lien avec les influences environnementales. Pour toutes les tâches utilisées pour évaluer les fonctions exécutives, on observe bien sûr aussi, pas seulement le facteur biologique, mais le facteur aussi social, niveau économique, un faible niveau socio-économique, parce que les données plus récentes, et par rapport à Huizinga, ils ont fait les mêmes études, mais ils ont la variable contrôle du niveau socio-économique, et le niveau socio-économique est très important pour évaluer les tâches de fonctions exécutives. Donc, le développement des fonctions exécutives, vraiment à la croisée de changements neuroanatomiques, de changements environnementaux, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus sur les fonctions exécutives avec des élèves ou des adolescents pour essayer de faire en sorte de contrôler un petit peu ce qui se passe dans nos réponses. On ne peut pas parler de cognition sans parler des émotions. Les différents processus exécutifs dépendent de réseaux complexes de connectivité fonctionnelle entre le cortex préfrontal, le système limbique et les régions pariétales. On a vu tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut s'intéresser au système limbique, qui est le siège des émotions. Et du fait de ce décalage entre les deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on a des situations. Il est important d'évaluer les fonctions exécutives en travaillant sur des types de situations différentes. Des situations qui font appel et qui sollicitent donc des ressources cognitives avec des raisonnements logiques, formels, décontextualisés, c'est ce qu'on appelle des fonctions exécutives froides, hein, cognitives, qui sont fortement liées au contexte préfrontal, et des situations qui impliquent avant tout une composante socio-affective, voilà, émotionnelle, motivationnelle, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives chaudes. C'est assez récent, hein, une dizaine d'années. Avant, on n'en entendait pas parler, on regroupait un petit peu toutes des fonctions exécutives et c'était vraiment dommage, parce que c'est vraiment lié justement au système limbique, qui est plus précoce, puis pas que, voilà, il y a tout ce qui est de l'ordre d'incidence qu'on a vu tout à l'heure. Le sommeil, je ne peux pas m'empêcher effectivement de parler du sommeil, évidemment. D'abord parce qu'il est vraiment mis à mal à l'adolescence, et en plus parce que, comme l'a dit Monica, j'ai travaillé pendant mon début de carrière à l'INSERM, le laboratoire de sommeil de Michel Jouvet. Donc j'ai travaillé chez Michel Jouvet, puis à l'hôpital, sur l'ontogenèse du sommeil du bébé à l'adolescence. Et donc c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne. Et vous avez donc un hypnogramme, par exemple, ici, c'est-à-dire quand on enregistre un sommeil, sur une nuit de 7 heures, par exemple, quelle que soit l'heure où vous endormez, vous êtes éveillé, vous allez vous endormir en stade 1, c'est-à-dire transition éveil-sommeil, sommeil lent, très léger. Ensuite, le sommeil, pardon, excusez-moi, le sommeil lent, le sommeil lent léger, stade 2, et le sommeil lent profond, stade 3, voire 4 d'ailleurs, il peut y avoir du sommeil lent très profond, on le retrouve beaucoup chez les sportifs, justement, le stade 4. Et puis au fur et à mesure que la nuit avance, la deuxième partie de nuit est plutôt fortement chargée, un sommeil lent plus léger, et un épisode de sommeil paradoxal. C'est-à-dire à la fin de chaque cycle de sommeil, vous avez un épisode de sommeil paradoxal. Au début, ça va durer quelques minutes seulement, une ou deux minutes. Et puis à la fin, plus la nuit avance, plus les épisodes de sommeil paradoxal s'allongent. Voilà. Or, quand on a comme ça des adolescents qui sont en train de faire n'importe quoi avec leur sommeil, vous avez des couchers de plus en plus tardifs,
Alors, en semaine, parce qu'il y a l'école le lendemain matin, ils arrivent à se coucher relativement tôt, il n'y a encore pas tous, d'accord? Mais en week-end, vous avez une heure de coucher vraiment plus tardive, et encore là, c'est une moyenne, hein, vous allez voir après que ça peut aller très très loin dans la nuit, avec des heures de lever qui se retardent aussi. Donc, au niveau du cerveau, bah, plus le temps de sommeil est court en semaine, le, le coucher et ou le lever tardif le week-end, puis le volume de matière grise est diminué dans certaines régions du cerveau. On sait que le sommeil est quelque chose de très actif, le cerveau est très actif pendant le sommeil, et donc c'est très important effectivement pour la matière grise et même pour les connexions de matière blanche. En fait, c'est la différence entre les heures de coucher quand il y a école le lendemain et de lever, quand il y a école le lendemain et quand il n'y a pas école le lendemain, donc pendant les jours avec du repos, qui s'appelle une variabilité d'aide de sommeil, variabilité entre semaine et week-end, qui est vraiment regardée dans les consultations de sommeil parce que ça peut être un vrai trouble du sommeil. Parce que c'est évident que si le week-end, on rallonge son temps de sommeil total, ça veut dire qu'on est en dead sommeil tous les jours de la semaine, quand on est adolescent ou adulte d'ailleurs. Donc la variabilité entre les heures de lever et de coucher entre les jours de cours, ça c'était ici. Et là, c'est les travaux de Sylvie Royan-Parola, qui est pédopsychiatre à Paris, qui est associée à un laboratoire de recherche, et qui ont montré justement que, si on revient un peu sur les écrans, qui sont quand même ce qui se passe le plus aujourd'hui, la privation de sommeil est pour 44% pour envoyer des SMS en cours de nuit, hein, voilà, pour jouer sur les réseaux sociaux ou pour jouer sur Internet. Donc, c'est énorme et ça perturbe vraiment le sommeil. Donc, quand on voit ça, on va faire des consultations effectivement de sommeil et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et si vous regardez une polysomnographie, j'ai eu la chance d'avoir en main une polysomnographie d'une adolescente de 16 ans qui est accro à son smartphone, vous retrouvez bien la structure, hein, rappelez-vous. Première partie nuit, sommeil riche en sommeil lent profond. Deuxième partie nuit, plutôt riche en sommeil lent léger et en sommeil paradoxal. Mais là, qu'est-ce qui différencie par rapport à l'hypnogramme de tout à l'heure? C'est tous les micro-réveils. Les micro-réveils que la personne ne se rend pas compte, hein. Parce que c'est micro, justement, donc on ne se rend pas compte du tout. Mais par contre, ça fait un sommeil non récupérateur du tout. Pensez-y, à vous tous qui êtes sur les écrans, accro à vos écrans. Parce que justement, rien que le fait de posséder un smartphone diminue la qualité de sommeil et augmente de somnolence diurne. À partir de 2 heures par jour, et ils en sont moins certains, chaque heure supplémentaire d'écran augmente la fatigue diurne de 30% et les difficultés de sommeil de 27% au collège. Donc, on a de plus en plus je vous ai mis toute une liste de résultats scientifiques aussi. Si j'ai le temps, je vais lui passer, sinon vous les lirez. Ça va, je sais pas où j'en suis. J'ai pas regardé quelle heure j'ai commencé, en fait. Donc, vous avez des grosses enquêtes faites en classe, là, avec Daniel Léger, qui est un des spécialistes du sommeil en France aussi, qui analyse ça, collège et lycée. Et donc, on voit un pourcentage d'élèves en dessous de 7 heures de sommeil qui augmente de 14% au collège à 29% au lycée. Voilà. Un collégien sur 4 lycéens sur 10 en dette de sommeil. La dette de sommeil, c'est le décalage entre la semaine et le week-end. Donc, dès que ça dépasse 120 minutes, on parle de dette de sommeil. 31% des collégiens, 41% des lycéens se sentent fatigués presque tous les jours en se levant le matin. Et ceux qui sont en dette de sommeil sont fatigués tous les jours. Voilà. Eux, c'est presque tous les jours. Eux, c'est tous les jours, 54 et 58%. 35% des collégiens et 33% des lycéens déclarent ces difficultés d'endormissement. Et quand on parle de difficultés d'endormissement, c'est quand on n'arrive pas à s'endormir au bout de 30 minutes. Quoi. Ce qui est très très courant à l'adolescence, qui va dépenser illuminatif. Il y a plein de raisons en fait qui font qu'on va s'endormir plus tard. Et une des raisons aussi, c'est une raison physiologique, où on sait que 80% des adolescents sont couches tard. Le chronotype à l'adolescence change aussi. Vous avez 80% des couches tard. Donc quand on est couche tard, ben après c'est un cercle vicieux. Les couches tard ont toujours existé. Hein. Mais aujourd'hui avec les écrans, on est couche tard, on se met sur les écrans, ça repousse effectivement l'endormissement parce qu'il y a l'histoire de la mélatonine qui est inhibée par la lumière blanche, la lumière bleue, qui est l'équivalent de la lumière blanche, la lumière bleue des LED. Donc de 10 à 15 ans, vous avez 14 à 31% des filles, 12 à 17% des garçons qui somnolent en classe plusieurs fois par semaine. Moi, je dis aux enseignants, mais laissez-les dormir. De toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de forcer, d'écouter. Quand on a la télé dans la chambre, évidemment, le coucher est beaucoup plus tardif tous les jours et le niveau de fatigue est très, très élevé.
En résumé, ben, l'adolescence et son entrée dans la puberté est une période développementale qui est vraiment à l'émergence de plein de choses, quoi, durant laquelle les jeunes sont confrontés à de nombreux changements psychosociaux, des pressions et des défis de toutes sortes. Il y a des lycéens un jour qui m'ont fait intervenir dans un établissement scolaire pour pouvoir parler, pour leur dire comment faire face à toutes ces pressions. Parce que, une des pressions la plus importante à leurs yeux, c'est aussi l'angoisse de ne pas réussir à l'école. On croit toujours qu'il y en a plein qui s'en foutent, alors qu'en fait, non. Dans la société d'aujourd'hui, où le diplôme est important, où les notes scolaires sont importantes, l'angoisse de ne pas réussir à l'école est une vraie pression. Puis après, ben, vous rajoutez les pressions sociales qu'ils ont sur leurs écrans, les réseaux sociaux et les interactions sociales. Des défis de toutes sortes, ressentis soit comme source de créativité et de motivation. Hein, je parle toujours que du négatif en tant que psychologue clinicienne, il y a quand même beaucoup de choses chez les ados qui sont aussi en lien avec la créativité et la motivation, autodéterminée, l'engagement autodéterminé, les engagements sociaux, humanitaires, tout ce que vous voulez. Mais le plus souvent aujourd'hui, c'est quand même vraiment vécu comme source d'anxiété et de peur, hein, susceptible de les rendre beaucoup plus vulnérables sur le plan de la santé mentale. Ils ont vraiment des questions et des doutes plein la tête. C'est surtout ben, toutes les composantes, tous les domaines là, qui comptent pour soi. Bon, tant mieux, hein, c'est bien de se poser des questions, c'est une période moratoire. Hein, on dit bien que Erickson, sur qui on s'est basé pour faire ce modèle de construction identitaire en 6 dimensions, disait que l'adolescence devrait être une période moratoire, au sens où se poser des questions, tâtonner, se tromper, revenir en arrière, essayer autre chose, etc. etc. C'est pas souvent le cas. Ils ont leurs questions dans la tête, certes, mais pas beaucoup d'endroits pour les soulager. Ils n'ont pas toujours beaucoup de réponses non plus. C'est pour ça qu'ils vont sur Internet, d'ailleurs, pour trouver des réponses. Ils sont submergés par leurs émotions, difficilement contrôlables du fait du déficit du cortex frontal, hein, du contrôle exécutif. Et connaître les pics de maturation cérébrale à l'adolescence permet du coup de mieux comprendre le développement psycho-socio-cognitif adolescent. En tout cas, j'espère que que j'ai fait passer ces messages-là auprès de vous en TGD. Normalement, il faut beaucoup plus de temps. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est le bouquin dont parlait Monica. La 4e édition est sortie l'été dernier, non, l'automne dernier. Et j'ai introduit mon collègue, justement, Grégoire Zimmermann, mon collègue suisse avec qui j'ai travaillé, dans la mesure où ils voudront faire d'autres éditions après et que je ne veux plus en entendre parler. Maintenant, je sais pas. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christine. Cette présentation vraiment très large des différents aspects, donc c'était super intéressant. Donc, si vous avez des questions spécifiques pour Christine. Pour revenir sur certaines diapositives. Oui. Oui. Moi, j'ai une question sur les fonctions exé chaudes ou froides, d'avoir un petit exemple parce que j'ai un peu du mal à voir. Du coup, c'est teinté. Alors, si c'est cognitif, j'imagine par exemple, les fonctions exé froides, c'est j'ai un problème de maths, mais en jeu mes fonctions exécutives sans avoir trop d'émotions qui viennent par la tête, et chaude, c'est dans un contexte, je suis avec des amis, je dois prendre mon Exactement. C'est ça? Parce qu'en plus, on sait, je n'ai pas insisté sur tout ce qui est sommeil, mais on sait bien que dès qu'on est en manque de sommeil, on est susceptible, on est irritable et on peut être amené à avoir des comportements à risque tout de suite parce qu'on n'arrive plus à réfléchir. Et donc, dans des situations comme ça, où le regard d'autrui, où la reconnaissance d'autrui, le besoin de se sentir populaire, le besoin de tout ce qu'on sait justement du fait de ce système induit, du système de récompense, dans la société d'aujourd'hui où on a vraiment envie d'être récompensé tout de suite, on va avoir des situations comme ça où on va avoir du mal effectivement à résister, à inhiber les fonctions des réponses automatiques. Hein. Oui, oui, t'es pas capable, c'est fait de fait. Quoi. C'est pour ça d'ailleurs quand on entend dans les adolescents nous dire c'est pas moi, alors qu'on les surprend en train de faire quelque chose. Quoi. Le c'est pas moi, il est quasiment vrai parce que tout seul il l'aurait pas fait. Et dans le groupe social, dans l'interaction sociale, en regardant d'autrui pour gagner quelque chose, qu'est-ce que tu y gagnes? Alors au début, je disais toujours qu'est-ce que tu y gagnes? Aux ados, maintenant j'ai arrêté parce qu'ils gagnent de l'argent en plus. Sur leurs réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui peuvent gagner de l'argent sur tout ce qu'ils font. Donc qu'est-ce que ça t'apporte? Vous voyez, les questions, c'est pourquoi faire? Donc qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, vous allez dans pas mal d'engagements, dans pas mal que ce soit des engagements oui, académiques, mais aussi politiques, sociaux, humanitaires. Qu'est-ce que ça t'apporte?
Et il ne suffit pas de s'engager, parce que j'ai beaucoup de chefs d'établissement qui me disent, mais nous, c'est bon, on a plein d'activités périscolaires. Oui, sauf que tu peux t'engager justement pour pas décevoir, soit les parents, soit les enseignants, soit pour faire plaisir aux copains, je fais comme tous les copains, je m'inscris là, je fais pareil, tout ça. S'engager ne suffit pas, il faut vraiment s'identifier à ces engagements. Et là, c'est vraiment quelque chose de volontaire du cortex frontal quand même important, se poser des questions, quelles sont mes valeurs, quels sont mes objectifs, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et on sent d'ailleurs que ceux qui sont vraiment engagés dans ce sens-là, là, j'ai fait la formation des conseillers principaux d'éducation pendant 25 ans, donc je travaillais avec des mémoires de CPE, qui ont travaillé sur ces engagements qu'ils proposent dans les écoles. Et bien, effectivement, ceux qui sont engagés sont beaucoup plus autodéterminés au niveau motivationnel que ceux qui ne le sont pas, et ont une différence aussi d'identification à l'engagement. Et ce processus qui est hyper important de s'identifier parce qu'on a intégré un petit peu tout ce qui était important pour nous. Et donc, c'est comme quand on a étudié le développement moral pendant des années. On se contentait de faire un peu des situations, des anecdotes là, philosophiques. Donc, c'est pour ça que c'était compliqué et qu'on n'évaluait pas bien le développement moral chez tous les adolescents, toutes les sociétés existantes. Dès l'instant qu'on va s'intéresser à des situations concrètes dans lesquelles ils sont vraiment concernés, à l'école, dans la rue, etc., on a aussi des résultats différents, quoi. Le bien et le mal comparatoire deviennent différents. Et du coup, travailler les fonctions exécutives, ça peut être aidant à l'adolescence. Ah oui. Et du coup, les fonctions exécutives froides, chaudes, les deux? Les deux, du coup. Les deux, parce que c'est important à la fois pour l'apprentissage scolaire, académique, tout ça, et pour faire attention aussi à ce qui se passe du point de vue émotionnel à côté de cet apprentissage académique. Tous ces élèves qui disent sans arrêt, oui, mais bon, c'est parce qu'elle m'aime pas, cette prof. Ou de toute façon, j'y arriverai jamais. Enfin, voilà, de toute façon, cognition et émotion, on voit bien que c'est difficile de les séparer. Donc, il faut pouvoir effectivement travailler les fonctions exécutives dans différentes situations. J'ai oublié de vous mettre la diapositive des références bibliographiques, je vous les donnerai si vous voulez. Je la rajouterai avant que Ouais. alors, En lien avec cette question des fonctions exécutives, alors les jeux vidéo qui, certains font justement Oui. exercer les fonctions exécutives, t'en penses quoi? C'est toujours pareil, c'est une question d'abus. Il y en a beaucoup qui, effectivement, il faut travailler des fonctions exécutives. Et encore, on a aujourd'hui des études qui montrent que c'est difficilement transférable sur d'autres activités et tâches scolaires, purement scolaires. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire oui, c'est vraiment bien, mais dans ces cas-là, il faut pouvoir ne pas y jouer 6 heures, quoi. Parce que là, du coup, c'est les défauts qui prennent le dessus sur les bénéfices du jeu vidéo. Oui. J'ai une petite question par rapport à l'âge de 18 ans qui entraîne une responsabilité totale. En fait, les données montrent que c'est vers 25, 28. Il n'est pas mieux de bouger la limite pour assurer une évolution de l'espèce humaine. De loin. Oui. Quand vous dites responsabilité totale, franchement, ça dépend des domaines. Hein. Ouais. Effectivement, tout à coup, ils peuvent voter, alors ils ne vont pas d'ailleurs. Alors qu'ils auraient ce droit de vote, malheureusement, il y en a plein qui ne vont pas, malheureusement, c'est bête. Et ensuite, si vous prenez d'autres domaines, vous savez, quand les parents, quand ils sont en post-bac, que les parents les logent, payent les études, la voiture, enfin, je sais pas quoi, bon, tout ça. Où est la responsabilité dans ces cas-là? C'est des choses qu'il faut travailler. Moi, j'entends trop de parents dire c'est bon, maintenant ils ont 18 ans, ils sont autonomes. Alors, déjà, autonome, ça ne veut pas dire faire tout seul. Ça veut dire agir et penser par soi-même. Faire tout seul, c'est être indépendant. Et or, ils sont encore bien dépendants. Alors, ils peuvent être autonomes, mais bien dépendants. Donc, faire reculer les âges, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que de toute façon, il y a des gamins qui doivent être responsables beaucoup plus tôt. C'est pas bien à 18 ans. Ça dépend plutôt de tout ce qui est les interactions sociales qu'il faut multiplier, justement. Plus on multiplie les interactions sociales, plus d'abord ça va faire travailler tout plein de zones cérébrales différentes et des questions sur soi. C'est ce qui se passe quand ils arrivent au lycée, par exemple, où ils ont des amis depuis la maternelle. Là, il y a une vraie trahison, des fois, entre copines, ressentie entre copines, parce que tout à coup, ma meilleure amie, elle se met à fumer, elle se met à boire. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ça ne me plaît pas du tout, mais j'ai peur de la perdre quand même. Vous voyez, des choses comme ça qui se jouent. Et ça, c'est des questions hyper importantes. Quand vous lisez des livres, quand vous allez au cinéma avec eux, ce qui peut faire travailler justement la connaissance de soi, c'est aussi, mais toi, à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Quel personnage tu aimerais être? Comment ça se serait passé, etc., etc. Et là, vous faites travailler vraiment des questions qui poussent à se sentir de plus en plus autonome.
En termes de limite, je reviens aussi sur le sommeil, parce qu'on a, bien sûr, on n'arrête pas de dire qu'ils sont couche tard, lève tard, hein, les ados. La société de façon générale, d'ailleurs, on l'avait vu pendant le confinement, où chacun a pu dormir et se lever à l'heure qu'il voulait. Sauf qu'on est sur un rythme circadien de plus ou moins 24 heures. Et quand on est un peu en roue libre comme ça, on fait n'importe quoi et on le voit le week-end. On va se décaler un petit peu tous les jours, sans que ce soit bon pour sa santé, parce que le sommeil de jour n'est pas le sommeil de nuit. Et quand ils ont voulu, ils sont en train de débattre sans arrêt sur l'heure tardive de l'école le matin. Ça a été fait en Chine, hein, parce qu'eux, ils font beaucoup d'études sur le sommeil aussi, sur la santé des ados. Et bien, plus vous reculez l'heure de l'école le matin, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la semaine de 4 jours, c'est comme les vacances scolaires, c'est comme ils se couchent plus tard. Donc vous n'avez rien arrangé, sauf peut-être permettre à ceux qui se lèvent à 6 heures du matin pour leur transport en commun. Vous n'avez rien arrangé, en tout cas en termes de sommeil, quoi. Ce décalage de sommeil sur le matin, il est vraiment très mauvais à la santé de tous ceux qui travaillent de nuit, le savent aussi. Oui. Oui, une dernière question, oui. Vous avez parlé de mandat de stratégie de régulation émotionnelle. Est-ce que c'est dû au manque d'expérience seulement ou c'est aussi dû à autre chose? Ben, c'est dû aussi justement au cortex frontal qui n'est pas assez mature, voilà. À toute l'importance de ces facteurs psychosociaux qui prennent beaucoup d'importance, émotionnelle justement, qui prennent beaucoup d'importance et qui empêchent finalement de raisonner correctement en fin de compte. Et c'est vrai, tu en parles un peu de la régulation émotionnelle. On verra effectivement les stratégies de régulation émotionnelle, c'est pas si simple. Donc ça demande une certaine maturité. Oui, oui. Vous aviez parlé de l'importance que ça passe de l'arrière vers l'avant. Je me demandais si c'est quoi la raison génétique. Alors on pense justement que ça va de concert du coup avec le développement cognitif, quoi. Okay. Parce qu'à l'arrière, c'est surtout les zones sensorielles, hein, et à l'avant, c'est le cortex frontal, quoi. Donc c'est une des raisons effectivement qui fait que, moi qui suis psychologue et pas du tout neurobiologique, quoi, je me demande quand même si c'est pas aussi parce qu'il se passe quelque chose en grandissant, ben, on va être à l'école, on va apprendre de plus en plus de choses, on va acquérir de plus en plus de choses. L'adolescent, comme j'ai dit tout à l'heure, il a peur il se reconnaît plus, il a peur face à pas mal de choses. Donc, est-ce que le pic de l'amygdale, c'est parce qu'il a peur et que ça active l'amygdale, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un pic de l'amygdale maturationnel qu'il a peur? Vous voyez, c'est un peu ça. Et au niveau développement cognitif, c'est pareil. C'est le développement cognitif qui active certaines régions. Et peut-être pas le cerveau qui est déjà prêt à se développer continuellement. C'est Les un deux. principe de maturation. Voilà, c'est une maturation qui est hyper importante quand même. C'est à la fois biologique, à la fois psychologique. Merci.